Vous voyez dans ce cours de biologie cellulaire ce qu'est une cellule, comment elle fonctionne, quels enseignements on peut en tirer, et notamment comment transférer ces connaissances en traitement ciblé contre certaines pathologies. Voici quelques ouvrages à partir desquels le cours de biologie cellulaire a été constitué. L'examen de fin d'année est constitué de QCM qui permettront de balayer votre connaissance de la biologie cellulaire. Il est également composé de QCM problèmes, c'est-à-dire de questions de raisonnement. Il faudra donc non seulement connaître, mais comprendre le cours et en particulier les techniques employées. Les sessions de questions-réponses ou SQR sont l'occasion de répondre à vos interrogations sur ce cours. Mais c'est également l'occasion de vous enseigner les éléments clés de la démarche scientifique à partir de l'analyse d'exemples du cours ou d'exercices issus des annales. Assister à ces enseignements est absolument nécessaire pour aborder correctement le concours. Les séances de tutorat, qui correspondent à la mobilisation de votre savoir et à la mise en application de ces enseignements, plus pratiques, issus des SQR, sont également absolument indispensables. Nous allons à présent voir ce qu'est la biologie cellulaire, comment elle est née et ce qu'elle apporte à toute personne s'intéressant à la médecine. Pour aborder la biologie cellulaire, il faut définir ce qu'est une cellule. Alors on pensait, avant le XVIIIe siècle, qu'il n'y avait pas d'analogie entre les êtres vivants, ce qui expliquait leurs différences illustrées ici. À partir du XVIIIe, certaines personnalités imaginent que les êtres vivants sont formés par l'association d'entités élémentaires, mais cela n'est qu'une hypothèse. Sont imaginées des fibres, des molécules organiques ou des particules vivantes. C'est l'invention du microscope qui va permettre l'observation de ces entités par von Leeuwenhoek. Hooke observe également des logettes, toutes identiques au sein d'une coupe de liège qu'il nomme cellule. Ceci pour dénommer une structure fermée reproduite un grand nombre de fois dans un tissu. D'autres observateurs retrouveront ces entités morphologiques dans tous les végétaux, puis dans les animaux. En 1838, Schleiden et Schwann fondent la théorie cellulaire selon laquelle la cellule représente l'unité structurale et fonctionnelle commune à l'organisation de tous les êtres vivants. Attention, cette théorie ne se limite pas à l'aspect morphologique, donc de structure, mais incorpore également des aspects fonctionnels. Toutefois, à l'époque, l'origine des cellules était incomprise. C'est Virchow, en 1858, qui démontre que toute cellule vient de la division d'une cellule antérieure. La théorie cellulaire est alors complétée. La cellule représente l'unité fondamentale de tout être vivant. C'est la plus petite portion de matière vivante qui puisse vivre isolée et se reproduire. Cette théorie cellulaire va permettre de classer les organismes en monocellulaires d'une part et pluricellulaires d'autre part, les pluricellulaires étant les organismes supérieurs. Les organismes supérieurs requièrent une organisation particulière et une coordination des différentes cellules, ce qui fait naître la nécessité de la communication cellulaire, qui va nous intéresser de façon très importante dans ce cours. Plus tard, avec le progrès des technologies, la structure fine des cellules a été mieux connue. On a alors constaté que ces cellules ont d'abord une unité d'organisation, avec un noyau, des organites semblables, etc. Une unité de fonction, donc un métabolisme basé sur les mêmes molécules, essentiellement communs, et une unité de composition, c'est-à-dire que les macromolécules qui composent ces organismes sont constituées des mêmes petites molécules. C'est donc en réalité une grande analogie que l'on retrouve entre les cellules, et la diversité des organismes provient de variations mineures dans leur organisation et leur fonctionnement. Voyons à présent ce que la biologie cellulaire peut apporter à la médecine. Connaissant le fonctionnement normal des cellules, on peut étudier des cellules provenant d'un tissu pathologique et y découvrir des anomalies par comparaison. Nous identifions ainsi les mécanismes qui sont responsables de la pathologie. Et puisque la biologie cellulaire est une science opérationnelle, en plus d'être une science d'observation et d'analyse, nous verrons quelle contribution elle peut apporter pour corriger les altérations. Voici à présent une illustration de la démarche globale que l'on peut avoir. Lorsqu'une anomalie est corrélée au tissu pathologique, elle peut devenir un marqueur en diagnostic, elle est un signe de la pathologie. On peut alors développer des agents thérapeutiques, anticorps, peptides, etc., pour atteindre la cible.
Pour que la thérapie soit efficace, elle doit être ciblée. Le ciblage se fait à deux niveaux. L'agent thérapeutique doit avoir une efficacité spécifique de l'anomalie constatée, que l'on a d'abord étudiée, et l'agent thérapeutique ne doit être administré aux patients présentant cette anomalie, qui seront les seuls à pouvoir présenter un bénéfice. Nous envisageons donc l'analyse des tissus pathologiques pour identifier les patients effectivement porteurs de l'anomalie. Cette démarche permet finalement d'améliorer le pronostic puisque seuls les patients susceptibles de répondre à la thérapie sont traités.